Hello, bonjour tout le monde. Nous sommes en novembre 2025 au moment où je vous parle. Et pourquoi je vous donne cette information? Tout simplement parce que certaines vidéos sont anciennes. Donc des lois ont changé et je vous invite à la plus grande prudence et à vérifier les dates, à vérifier les règles et à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment où vous visionnez une vidéo. Donc ça vaut pour moi, ça vaut pour mon contenu, mais ça vaut pour tous les contenus que vous pourrez trouver sur Internet. Malheureusement, vous avez pu le constater, le droit du travail et la paye en particulier évoluent très très vite. Ceci étant dit, je vais donc revenir sur une évolution assez récente, puisque comme vous le savez peut-être déjà, en septembre dernier, donc septembre 2025, la Cour de cassation a effectué ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Elle a changé une règle qui était la sienne précédemment et qui porte sur le décompte des heures supplémentaires et notamment la prise en compte des congés payés. Donc je vais vous proposer un petit exercice assez didactique pour comprendre l'impact que cela peut avoir notamment au niveau financier pour nous et surtout pour l'employeur. Et en fin de vidéo, pour les personnes intéressées, j'en profiterai pour revenir sur la différence qui existe entre une réglementation, une loi, un décret, un arrêté et une décision de la Cour de cassation, et surtout sur les conséquences de la nature de cette décision peut avoir sur notre travail au quotidien. Mais pour l'heure, on va passer à l'énoncé. Alors, donc nous avons un salarié qui travaille 35 heures par semaine, 7 heures par jour, du lundi au vendredi, classique. Il perçoit un salaire de 280 € par mois, auquel il faut ajouter une prime d'ancienneté de 200 €, soit 3000 € en tout. Le salarié dépose un jour de congé payé le 3 novembre, donc le lundi 3 novembre. Hop, nous sommes donc ici. Donc la prime d'ancienneté est maintenue durant les congés payés. Durant la période d'acquisition des congés payés, le salarié a perçu 33 600 heures de salaire, bien sûr, c'est euros bien sûr, de salaire. Honte à moi, allez je corrige en direct, pardon. Donc 360 € de salaire, 295,36 € au titre des heures supplémentaires et 2400 € de prime d'ancienneté. Les congés payés se décomptent en jours ouvrables. Les absences congés payés se calculent selon la méthode de l'horaire réel. Histoire de bien vous embêter jusqu'au bout. Le 11 novembre, ici, comme chacun le sait, est un jour férié chômé et en l'occurrence chômé payé dans l'entreprise. Donc sur le relevé d'heures de novembre, il est noté, donc première semaine ici, donc semaine 44, le salarié a travaillé 37 heures. Donc c'est la semaine qui est à cheval entre octobre et novembre. En semaine 45 ici, donc le salarié a effectué 40 heures, n'importe quoi, sans compter le jour de congé payé, puisque souvenez-vous, le 3, il était en congé payé. Donc il a effectivement travaillé 40 heures. En semaine 46, le salarié, même chose, comme par hasard, a travaillé 40 heures sur la semaine complète et toujours sans compter le jour férié. Donc il a été effectivement présent, il a effectivement travaillé 40 heures. Je parle des heures travaillées, je ne parle pas des heures payées. Et en semaine donc 47, donc là il a été présent sur la semaine complète et il a travaillé 47 heures. En semaine 48, qui se termine le 30 novembre, le salarié a travaillé 35 heures, il a fait les heures normales prévues dans son contrat. Donc, les heures supplémentaires de la semaine 44 sont comptabilisées en novembre. Pourquoi je le précise? Parce que comme le 31 tombait un vendredi, vous auriez pu avoir un petit doute et vous dire est-ce que je compte ces heures supplémentaires sur le mois de novembre ou est-ce qu'elles auraient éventuellement pu être déjà comptabilisées sur le mois d'octobre? On part du principe que non.
et donc elles vont être comptabilisées sur la paye de novembre. Et puis les majorations des heures supplémentaires se font selon les règles légales. On part du principe qu'aucune convention ou accord n'a prévu de règles dérogatoires sur ce, et on calcule bien sûr le salaire brut du mois. Allez, on est parti et on commence en tout premier lieu par calculer le salaire en tenant compte de la journée de congé payé. Donc première étape, on va calculer une retenue pour absence. Merci, elle est là. Et deuxième étape, on va calculer donc le montant du maintien de salaire, enfin de l'indemnité de congé payé, en comparant le maintien de salaire et le dixième et en appliquant le plus favorable classique. Donc la retenue pour absence, on va prendre les 2800 € de salaire qui ont été payés ce mois-ci et qui ont très certainement été payés le mois qui précède. Je ne prends pas en compte les 200 € de prime d'ancienneté, tout simplement parce que la prime d'ancienneté étant maintenue intégralement, 200 €, je n'ai pas de déduction à effectuer, parce que la règle qui a mis en place cette prime d'ancienneté l'a prévu ainsi. Je vais donc diviser ces 2800 € par le nombre d'heures rémunérées dans le mois. Ici, c'est 140 heures. Rémunérées hors évidemment heures supplémentaires, les heures prévues par le contrat. Et ici, c'est 140 heures puisque le salarié, on a pile poil 4 semaines, donc 4 fois 35, ça fait 140. Je prends en compte les 7 heures hypothétiques du 11 février, puisque la journée est certes une journée fériée, mais elle est aussi chômée payée. Donc, même si le salarié ne travaille pas, il est payé comme s'il avait travaillé pour cette journée. Donc, les 7 heures non travaillées, on va dire, du 11 février sont inclus et sont payés dans les 2800 heures. J'espère être à peu près claire. Sinon, dites-moi si ce n'est pas le cas. Donc, je divise mes 2800 € par les 140 heures du mois et je remultiplie par les 7 heures que le salarié aurait dû effectuer le 3 novembre, ce qui me donne un montant de 140 € à déduire. Le nombre de jours de congés payés, le calcul est vite fait. Le salarié a pris un jour 7 heures. Enfin, un jour de congé, ce qui équivaut effectivement à nos 7 heures. On ne compte pas normalement les congés payés en heures. Ma formulation est très mauvaise, elle pourrait vous induire en erreur. Les congés payés, normalement, au niveau légal, se décomptent en jours. Une convention collective peut éventuellement prévoir autre chose. Le montant maintenant de l'indemnité de congés payés. Donc, bien, au maintien, ce que j'ai enlevé en caricaturant un petit peu, je le rajoute. C'est pas aussi simple, il peut y avoir des exceptions, mais on va dire que là, c'est comme ça en tout cas. Donc, 2800 € divisé par 140 fois 7, donc 140 €. Et au dixième, eh bien, j'ai 33 600 € de salaire que je reprends, 295,36 € d'heures supplémentaires que je vais prendre aussi. Par contre, évidemment, les 2400 € de prime d'ancienneté, je n'en tiens pas compte, tout simplement parce que le salarié, encore une fois, on n'a effectué aucune déduction, le salarié va bien percevoir sa prime de 200 € habituelle. Donc si je fais un maintien dessus, ça veut dire qu'il aura 200 € et des petites brouettes. Et ce n'est pas normal. Voilà, donc, pardon, j'ai fait une toute petite pause parce qu'il y avait un petit bruit à l'extérieur et je me remets en situation. Donc nous avons bien le salaire plus les heures supplémentaires à prendre en compte. On divise par 10 parce que c'est un dixième de ce montant qui fait office, on va dire, de provision pour les congés payés. Je redivise par 30 jours ouvrables parce que le salarié acquiert 30 jours ouvrables sur une période et que dans ce cas, en l'absence de précision, je pars du principe qu'il avait bien acquis
c'est 30 jours ouvrables. Et je remultiplie par le 1 jour en l'occurrence, puisque le salarié a pris un jour de congé payé, ce qui me donne un montant de 112,98 €. Pardon, je viens de bugger en me disant mais quand même 112 c'est vraiment bas. Non, c'est normal, c'est le maintien qui est particulièrement haut parce qu'on n'a que 140 heures. Ceci explique cela. Donc c'est concevable. Ce qui nous fait donc un salaire de base de 2800, une prime d'ancienneté de 200, une absence congé payé de 140 € et une indemnité. Je prends le plus favorable, et bien sûr c'est les 140 €, ce qui nous donne un salaire brut de 3000 €. En l'occurrence, ici, l'indemnité de congé payé ne change rien au montant de salaire habituel et nous pouvons donc passer au calcul des heures supplémentaires. Enfin. Donc, nous passons à présent au décompte des heures supplémentaires. J'ai agrandi l'espace d'écran partagé pour que vous puissiez avoir une visibilité globale. J'espère que de fait ce ne sera pas trop petit. Dites-moi ce qu'il en est, on verra à l'usage. Donc nous allons commencer en tout cas par effectuer ce calcul en utilisant la méthode de la Cour de cassation pour le décompte bien sûr des heures supplémentaires lorsqu'on a un jour de congé payé dans la semaine, mais également pour le décompte des heures supplémentaires lorsqu'on a un jour férié dans la semaine. Et nous verrons ensuite une deuxième façon de procéder qui est celle de l'administration française, donc ministère du Travail, et suivant sa deux circulaires même, sujet verbe complément, pardon, que le ministère du Travail a fait passer à ses services, donc l'administration du Travail a fait passer à ses services, et vous allez voir que la méthode n'est pas la même, et je vous laisserai opter pour celle qui vous correspond et que vous souhaitez appliquer. Donc, en tout cas, méthode de la Cour de cassation. Première semaine, donc la fameuse semaine 44 qui était à cheval sur octobre et novembre. Le salarié avait 35 heures de, j'allais dire planifié, je ne sais pas si c'est le terme, mais 35 heures qui sont prévues, qui auraient dû être effectuées et qui sont prévues dans son salaire du mois. Il en a effectué 37, donc nous allons devoir en rémunérer 2, 37 moins 35. Pour la deuxième partie, là, on verra après, on se concentre sur les 3 premières colonnes dans un premier temps. Deuxième semaine, c'est la fameuse semaine qui nous pose, problème, je ne sais pas si elle nous pose problème, mais qui en tout cas, dont les règles de calcul ont changé. Le salarié avait 28 heures de prévu, puisque le 3, il était en congé payé, donc il ne travaillait pas. Donc en théorie, il aurait dû travailler 7 heures le mardi, 7 heures le mercredi, 7 heures le jeudi et encore 7 heures le vendredi. 7 fois 4, 28 heures, qui sont prévues, prévisibles, planifiées, employer le terme qui vous convient. Théorique, il peut y avoir plusieurs termes, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est comment vous le comprenez et comment vous l'interprétez. Sur cette semaine-là, sur son salaire de 2800 €, il ne devait pas effectuer 35 heures, mais seulement 28, puisque on avait les 7 heures de congés payés qui n'ont pas été travaillées, évidemment. Donc, on a nos 28 heures ici, et le salarié a effectué 40 heures. Ce qui revient à dire que nous avons donc 12 heures de travail qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas payées par son salaire mensualisé. Vous savez, la première colonne, voilà, les 2800 €, et qu'il va falloir donc rémunérer en plus. Semaine 46, même problématique, sauf que cette fois-ci, c'est le 11 février qui est férié. Donc, le salarié aurait dû travailler 7 heures le lundi, 7 heures le mercredi, 7 heures le jeudi, 7 heures le vendredi, pour pouvoir prétendre avoir droit à son salaire mensualisé, soit
28 heures, il en a effectué 40. Semaine 47 maintenant, là c'est une semaine normale si on peut dire, dans le sens où on n'a aucun jour, aucune absence, mais le salarié de fait aurait dû travailler du lundi au vendredi 7 x 5, 35 heures, et il a travaillé 47 heures, 47 moins 35, encore une fois, on a 12 heures qu'il va falloir rémunérer d'une façon ou d'une autre. Et enfin, semaine 48, là c'est vraiment la vraie semaine normale de travail. 35 heures sont prévues, du lundi au vendredi, encore une fois, 7 x 5, et 35 heures sont effectuées. Aucune heure ne doit être rémunérée en plus. Le travaillé à salaire, le salarié a travaillé ce qui était prévu. Donc, nous allons à présent nous intéresser à cette colonne centrale qui a un rôle fondamental. C'est la colonne dans laquelle on va calculer, déterminer plutôt le temps de travail effectif ou assimilé pour décompter les heures supplémentaires. Cette colonne va venir modifier, artificiellement évidemment, les heures de travail planifiées lorsque le salarié a une absence qui doit être prise en compte, comptabilisée pour le calcul des heures supplémentaires. Donc on va sujet, verbe, complément, pardon. On va voir ce que ça donne semaine par semaine et ça sera peut-être plus clair pour les personnes qui découvrent le principe. Première semaine, on avait 35 heures de prévu selon le planning du salarié, toujours pareil, il travaille 5 jours par semaine, 7 heures par jour, et il n'a pas été absent, donc le temps de travail effectif ou assimilé, on est toujours à 35 heures. Semaine 2, c'est là où les problèmes commencent. Le salarié a été absent pour cause de congé payé durant une journée complète, donc 7 heures ont été soustraits aux 28 heures. Désormais, et depuis le 10 septembre, la Cour de cassation nous dit les heures de congé payé doivent être prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires. Donc je rajoute ici les 7 heures manquantes, ce qui n'était pas le cas précédemment. Nous nous situons ici, là, dans le cadre de cet exercice, nous appliquons strictement les règles de la Cour de cassation. Donc, concernant la semaine 46, qui avait, je vous rappelle, le 11 novembre, donc un jour férié chômé payé inclus, nous avions 28 heures de travail prévues pour le salarié. Pour la Cour de cassation, j'insiste, pour la Cour de cassation, les jours fériés n'ont pas à être inclus ou non pas, ce n'est pas une obligation, on peut le faire si on veut, c'est plus favorable aux salariés, mais on n'est pas tenu d'en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ce qui veut dire concrètement qu'ici, je reste à 28. Pour la semaine 47, là on avait 35 heures qui étaient prévues, on est toujours à 35. Pour la semaine 48, 35 heures prévues et on est toujours à 45. Je vais à présent déterminer la majoration des heures ici qui doivent être rémunérées, qui ont été effectuées en plus. Et vous voyez que j'ai 3 colonnes, je n'ai pas 2 colonnes. J'ai la colonne que vous devez connaître ou imaginer pour ceux qui ont un petit peu les bases, de majoration à 25%, donc les 8 premières heures de la semaine, heures supplémentaires de la semaine seront majorées de 25%. Et j'ai ici la colonne de majoration à 50%, donc toutes les heures de la semaine, heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures seront majorées de 50%. Et j'ai ajouté ici, une colonne majoration à 100%, c'est-à-dire sans majoration, mais avec des heures que je vais quand même devoir payer en plus des heures mensualisées, donc en plus des heures comptées dans les 2800 €, parce que ce sont des heures qui ont été effectuées en plus, mais je n'aurai pas à les majorer. Pourquoi? Parce que seules les heures au-delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les autres heures, si elles ont été effectuées en plus de ce qui était prévu, doivent bien sûr être payées, mais elles ne seront pas majorées et elles ne seront pas assimilées à des heures supplémentaires.
Donc concrètement, et je m'appuie bien sûr sur cette colonne pour répartir les heures qui se trouvent ici, et non plus sur celle-ci. Donc vous voyez bien ce qui va se passer là. Vous allez le voir très vite en tout cas. Première semaine, donc semaine 44, temps de travail assimilé, 35 heures. J'ai 2 heures à rémunérer. Bon, bah, les heures qui se situent au-delà de la 35e heure doivent être majorées, ce sont des heures supplémentaires. Je n'en ai que 2, elles basculent à 25%. Semaine 45, bah, j'ai 12 heures qui doivent être rémunérées en plus. Sauf que artificiellement, mais c'est la règle, c'est le droit, toutes ces heures ont été hypothétiquement, artificiellement, comme vous voulez, effectuées au-delà de 35 heures. Donc, toutes devront être majorées. Je fais abstraction de cette colonne. Et j'ai les 8 premières heures qui vont passer majoration à 25% et 4 heures qui vont passer majoration à 50%. Semaine 46, j'ai aussi 12 heures qui vont devoir être rémunérées. Par contre, cette fois-ci, je n'ai que 28 heures de temps de travail effectif ou assimilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 premières heures qui ont été effectuées en plus ici, bien sûr que je vais les payer, mais je ne les majorerai pas. Ce ne sont pas des heures supplémentaires puisqu'elles sont en dessous de 35 heures. Donc toutes les heures comprises entre 28 et 35 heures, je vais les payer normalement comme des heures de travail classiques. Et par contre, les heures qui sont au-dessus, donc 12 moins 7, ça fait 5, je vais commencer à les majorer et là j'aurai donc 5 heures qui seront majorées à 25%. J'espère être claire. Dites-moi si ça ne l'est pas. Semaine 47. 47 et 47 heures de travail. J'ai toujours 12 heures de travail qui vont devoir être rémunérées. Le temps de travail est de 35 heures, ça c'était ce qui était prévu. Donc je vais me retrouver dans la même situation qu'en semaine 45. J'ai 8 heures qui vont passer en heures supplémentaires, majoration 25%, et j'ai 4 heures, décidément, qui vont passer en heures supplémentaires avec une majoration de 50%. Donc vous voyez que la décision de la Cour de cassation, elle nous fait passer d'une situation qui était celle-ci pour le décompte des heures supplémentaires quand on a un jour férié. C'était exactement la même chose que quand on a un jour férié, quand on a un jour de congé payé. On gérait les deux situations de la même façon selon la Cour de cassation. Donc on passe de cette situation où on a 7 heures sans majoration et 5 avec une majoration de 25% seulement, à cette situation où on va avoir 8 heures majorées à 25% et 4 heures majorées à 50%. Donc la majoration est évidemment beaucoup plus importante et en tout cas bien plus intéressante pour le salarié. Donc ensuite, je fais mon calcul total. Combien d'heures j'ai à payer aux salariés sans les majorer? Ici, j'en ai 7. Combien j'ai d'heures supplémentaires à 25%? J'en ai 23. Et combien j'ai d'heures supplémentaires à 50%? Eh bien, j'en ai 8 en tout. Je détermine donc le taux horaire. Le salaire de référence, c'est les 2800 euros de salaire, puisque je ne prends pas la prime d'ancienneté qui ne rémunère pas le travail, mais la fidélité, on va dire, du salarié. Donc 2800 euros divisé par 151,66 à l'infini, ça me donne 18,46 €. Quand j'applique la majoration, ça fait 18,46 € pour les heures sans majoration, 23,08 €, soit 18,46 €. Je ne sais pas si voilà. 18,46 fois 1,25 pour les heures majorées de 25% et 27,69 pour les heures majorées de 50%. Et je multiplie ensuite le taux horaire de chacun par le nombre d'heures
qui correspond, désolé, vraiment désolé, nombre d'heures qui correspond pour trouver, voilà, je vous montre la formule, comme ça c'est plus simple, pour trouver le montant applicable. Hop, voilà, et là je vais juste faire une toute petite parenthèse pour les allergiques, les super allergiques aux maths. Pourquoi un coup je dis 100%, 125%, pourquoi je multiplie tout à coup par 25%, ainsi de suite. Vous faites comme vous souhaitez. D'accord? Il y a 3 façons de faire. Les 3 sont juste mathématiquement. Vous prenez celle qui fait sens pour vous, pour le calcul des heures, du taux horaire des heures supplémentaires. Vous prenez le taux horaire et vous multipliez par 1,25 et pour les heures supplémentaires majorées de 25%, ou 1,5 pour les heures supplémentaires majorées de 50%, et c'est bon. Vous prenez ce taux et vous multipliez par 125% ou 150%, et vous trouverez le même résultat. Ou vous prenez ce taux et vous dites 18,46 plus 18,46 fois 25%, ou 18,46 plus 18,46 fois 50%, et ce sera bon aussi. Les 3 formulations sont bonnes. La différence est juste mathématique. C'est mathématique. Je crois que je vous ai embrouillé encore plus. Je suis désolée. C'est la fin de la semaine. Pardon. J'espère que ça va aller. Vraiment, dites-moi si ça va pas. Et je continue et je fais mon petit bulletin en espérant que j'ai perdu personne en cours de route. Donc salaire de base 2008, prime d'ancienneté de 100. J'ai reporté donc mon absence congé payé, mon maintien congé payé évidemment, et ensuite j'ai mes 7 heures majorées, enfin sans majoration pardon, qui sont comptabilisées sur cette ligne, les heures supplémentaires à 25% et les heures supplémentaires à 50%, ce qui me fait un total brut de 3 881,54 €. Et je vous propose d'aller voir maintenant la deuxième version, donc la variante qui est proposée par l'administration. Vous allez voir que il y a juste une petite différence, mais sinon après évidemment que les calculs se ressemblent et correspondent. Alors, le fonctionnement de l'administration maintenant, les calculs sont exactement les mêmes, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. La seule différence, elle est ici, vous voyez, tout simplement parce que l'administration considère que les jours fériés sont du temps de travail effectif, enfin doivent être assimilés, pardon, à du temps du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Donc, dans le temps de travail effectif ou assimilé pour le décompte des heures supplémentaires, on doit noter ici 35 heures et ne pas laisser à 28 comme on l'avait fait, hop, je reviens en arrière, avec la Cour de cassation. Et de fait, eh bien, la majoration est forcément plus importante puisqu'on a plus d'heures à 100% et que toutes les heures sont des heures supplémentaires, et donc on en a 8 qui passent avec une majoration de 25% et 4 qui passent avec une majoration de 50%, exactement comme pour les congés payés, puisque c'est un exercice didactique, donc j'ai fait en sorte que ces 3 semaines-là correspondent en fait, et que vous puissiez voir un petit peu ce que cette prise en compte du temps de travail effectif pouvait avoir pour effet sur les heures qui allaient être rémunérées et sur la dimension financière. Et vous voyez qu'elle n'est pas si neutre que ça, puisque on passe d'un salaire brut de 3 881,82 € à 3 932 €. Donc on a en général entre une soixantaine, soixantaine d'euros minimum de plus. Pour un salarié et un jour en soi, c'est pas dramatique. Vous devez ajouter là la part de charge patronale. Vous multipliez par le nombre de salariés concernés, par le nombre de jours, et vous vous rendez compte que financièrement, c'est pas si neutre que ça, ni pour l'employeur, ni pour le salarié, quel que soit le côté que vous souhaitez adopter. Alors,
quel impact ont les décisions de la Cour de cassation sur notre travail et en quoi est-ce différent d'une loi ou d'un arrêté, d'un décret? Eh bien, lorsqu'une loi est prise, lorsqu'un arrêté, un décret est promulgué, il commence à faire effet, c'est-à-dire qu'on va devoir commencer à les appliquer qu'au moment de la promulgation, ou à une date ultérieure qui aura été fixée. On n'est pas censé les appliquer avant même qu'ils ne soient pris, tout simplement parce que nous ne sommes pas devins. Il est très 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 rare qu'une loi ait un effet dit rétroactif, c'est-à-dire qu'elle s'applique avant même d'exister. Pour la Cour de cassation, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que quand la Cour de cassation prend une décision, la règle est en quelque sorte réputée avoir toujours existé. Donc, avant même que la décision soit prise, on aurait dû appliquer cette règle. Et c'est vrai même lorsque la décision de la Cour de cassation est ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. C'est-à-dire, quand précédemment, elle nous avait dit « vous faites comme si », et tout à coup, elle nous dit « ah ben non, finalement, maintenant vous faites comme ça », et ben c'est comme s'il avait toujours fallu faire comme ça, si vous me passez l'expression. Et donc, on est potentiellement en tort si, pendant les années qui précèdent, on a appliqué l'ancienne règle et non pas celle qui vient d'arriver. Et c'est exactement ce qui se passe avec cet arrêt sur la prise en compte des congés payés sur le décompte des heures supplémentaires. C'était également ce qui s'était passé précédemment avec l'articulation congés payés maladie. De fait, c'est un revirement de jurisprudence, donc elle change la règle. Et pourquoi elle change la règle? C'est lié à la Cour de justice de l'Union européenne qui a rappelé et qui rappelle que notre façon de procéder n'était pas conforme au droit européen. Alors un grand bravo aux courageux qui sont encore là et un grand merci à vous. Je vous dis encore 1000 merci et à très vite. Bye bye.